Alors bonjour, bienvenue dans ce vidéo cours. Nous allons jeter un coup d'œil dans ce cours sur les principales cibles pharmacologiques. Donc, trois grands sujets dans ce cours de pharmacologie. Donc, nous allons débuter avec les récepteurs des neuromédiateurs. Donc, évidemment, ce sont comme le titre du cours l'indiquait, des cibles pharmacologiques qui seront assez couramment utilisées. Ensuite, nous jetterons un coup d'œil à d'autres cibles, soit les enzymes du métabolisme des médiateurs. Et d'autres, encore une fois, d'autres cibles différentes, donc les transporteurs membranaires et certaines autres enzymes. Donc, le cours sur les cibles pharmacologiques sera divisé en deux cours. Dans ce premier cours, nous allons jeter un coup d'œil à certaines des cibles. Il y aura une partie à faire un peu via l'écoute de ce vidéo cours et une partie à faire via une lecture en fait que vous aurez à faire et à remplir certains documents que je vous communiquerai par Internet. Donc, ça va constituer en fait le premier cours et lors du deuxième cours, il y aura la poursuite de certaines autres cibles et certaines autres études de cas à réaliser. Alors évidemment, lorsqu'il est question de médication, nous l'avons mentionné plusieurs fois, ce qui nous intéresse, c'est le principe actif dans les médicaments, donc la molécule qui peut avoir un effet sur le corps. Et bien sûr, les molécules existent sous vraiment plusieurs milliers de formes moléculaires différentes. Ultimement, puisque les médicaments sont des molécules, leur but est d'agir sur d'autres molécules dans le corps. Donc sur des cibles. Et les cibles sur lesquelles ces molécules peuvent agir sont tout de même assez variées. Alors même si lorsque nous utilisons un médicament, le but est d'avoir un effet sur un système, par exemple aider le patient à mieux respirer. Bien, pour réaliser cet effet de meilleure respiration, il faut que, à quelque part, une cellule soit influencée. Et pour que la cellule soit influencée, il faut qu'une molécule soit modifiée. Donc, peu importe ce qu'on veut faire en fait avec un médicament auprès d'un patient, ultimement, c'est l'action moléculaire qui est la plus intéressante puisque c'est elle qui réellement va avoir un effet sur le corps du patient. Donc, parmi les cibles spécifiques qui peuvent être atteintes par les médicaments, elles sont nombreuses. Premièrement, ça peut être des récepteurs pour les neuromédiateurs, donc ça va être notre premier sujet. On pourrait parler par exemple des récepteurs bêta au niveau de la noradrénaline et plein d'autres exemples qu'on va voir, des récepteurs au niveau de l'acétylcholine, des choses comme ça. Ensuite, il y a les enzymes qui participent au métabolisme des neuromédiateurs. Alors, je reviens encore avec mon acétylcholine. L'acétylcholine, un neurotransmetteur utilisé dans, entre autres, la plaque neuromusculaire. Alors, évidemment, si on fait une action si on joue en fait sur l'enzyme qui habituellement métabolise ce neuromédiateur-là, on peut ultimement influencer la concentration du neuromédiateur. Ensuite, il y a certains transporteurs membranaires, comme par exemple des transporteurs au niveau du sodium, du potassium, certaines enzymes des voies du métabolisme général, comme par exemple celles qui agissent avec la rénine et l'angiotensine, et sujet du deuxième cours, en fait, certaines enzymes qui vont être au niveau des voies de signalisation des cellules, donc autrement dit des cascades moléculaires qui se produisent à même le cytoplasme d'une même cellule. Alors pour bien prendre en charge ou bien comprendre l'ensemble des concepts que nous avons à étudier ensemble, nous allons fonctionner en fait avec quatre grands objectifs. Donc nous allons d'abord analyser les principaux récepteurs. Alors, les prochaines minutes vont nous servir à faire cela, décrire un peu quels sont les principaux récepteurs qui sont impliqués dans ces mécanismes-là. Nous allons évidemment citer des exemples de médicaments qui peuvent avoir un effet sur ces récepteurs. Comme nous l'avons déjà fait dans ce cours, nous allons insister sur donner des exemples concrets de certains médicaments qui agissent sur certaines pathologies. Et à ce moment, vous allez être invité à faire des recherches dans votre guide de pharmacologie et principalement dans le guide des médicaments. Donc, gardez ces ouvrages sous la main. Nous allons évidemment tenter de démontrer l'utilité de ces apprentissages pour le domaine SPE et nous allons terminer en résumant tout cela sous forme de tableaux synthèse. Ces tableaux synthèse que vous allez retrouver principalement dans le diapositive qui vous sera envoyé en PDF, mais que vous n'aurez pas dans le document actuel. Donc, nous allons commencer justement avec une des cibles de certaines molécules qui sont en fait les récepteurs des neuromédiateurs. Alors, tel qu'il avait déjà été décrit dans le cours d'anatomie au niveau du système nerveux, les neuromédiateurs ou les neurotransmetteurs sont des molécules que les neurones utilisent pour communiquer entre elles. Alors, lorsqu'un premier neurone, un neurone présynaptique, désire envoyer un message électrique à un neurone postsynaptique, il doit le faire via avec une molécule chimique qui est un neuromédiateur. Et il est important de mentionner que, comme nous l'avions déjà décrit, le message que le neurone présynaptique peut décider d'envoyer au neurone postsynaptique
n'est pas toujours un message d'excitation, indépendamment de quel canal qui va être modulé, là. Donc, justement, étant donné que ce n'est pas toujours l'excitation, ceci m'amène à vous parler en fait de l'acide gamma-aminobutyrique, donc le GABA, et justement des récepteurs du GABA. Donc, le GABA est un neurotransmetteur du cerveau, mais c'est intéressant de mentionner que c'est un neurotransmetteur qui est principalement inhibiteur. Ce qui veut dire que lorsque un neurone présynaptique envoie du GABA sur un neurone postsynaptique, l'effet final n'est non pas de stimuler ce neurone-là, mais plutôt de l'inhiber. Et évidemment, le neurotransmetteur GABA va se fixer sur les récepteurs du GABA. Et fait intéressant à mentionner, ces neurotransmetteurs-là ou ces récepteurs-là sont augmentés lorsqu'un individu consomme de l'alcool. Ce qui est assez logique, on pourrait dire, là, avec l'effet connu de l'alcool. Hein. L'alcool est un dépresseur du système nerveux central, donc globalement, l'alcool stimule les récepteurs GABA, mais comme nous venons de le mentionner, les récepteurs GABA, lorsqu'ils sont stimulés, ont plutôt un effet d'inhibition. Donc, une personne intoxiquée par l'alcool, évidemment, est plus sur un effet de dépression, d'inhibition du système nerveux central. Donc, quel est l'effet concrètement, on pourrait dire, moléculaire là, des récepteurs GABA? Bien, en fait, le neurotransmetteur GABA permet l'ouverture d'un canal ionique, mais d'un canal ionique pour des ions chlorure, donc des ions Cl-. Ici, la charge est importante, la charge négative. Dans quelques secondes, nous allons jeter un coup d'œil à une figure qui va nous permettre de mieux comprendre finalement l'utilité de ça. Donc, si on se rappelle, le neurone est une cellule qui porte une certaine charge négative à l'intérieur, à un moins 70 mV. Et peut-être un point sur lequel nous n'avions pas déjà insisté, il faut savoir que les ions chlorure, en fait, sont plus concentrés à l'extérieur des neurones. Donc, il y a beaucoup plus de ions chlorure à l'extérieur du neurone qu'à l'intérieur. Alors, si le GABA engendre l'ouverture des canaux ioniques à ions chlorure, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en fait comme mouvement? Bien, étant donné qu'il y a plus de chlorure à l'extérieur qu'à l'intérieur des neurones, on peut s'attendre en fait à une entrée de chlore en fait dans le neurone, d'ion chlorure, là. Donc, cette entrée d'ion chlorure, à ce moment-là, on pourrait se questionner, étant donné que c'est une charge négative, qu'est-ce que ça va engendrer? Est-ce que ça va engendrer une augmentation ou une réduction de la possibilité de déclencher un potentiel d'action? Eh bien, comme je l'ai mentionné, si nous avons une charge négative à l'intérieur du neurone, puis en fait, c'est la situation en temps normal, hein, le moins 70 mV, le fameux potentiel de repos. Donc, si vous êtes à moins 70 mV et que vous rentrez des charges négatives à l'intérieur, eh bien, à ce moment-là, vous réduisez la possibilité de déclencher un potentiel d'action. D'où l'effet inhibiteur. Donc, lorsque le GABA réduit le potentiel d'action dans un neurone post-synaptique, eh bien, évidemment, il réduit la possibilité de déclencher le potentiel d'action. Donc, à ce titre, il a un effet inhibiteur. Alors, on peut bien voir justement cet effet là, sur cette figure. Donc, ici, on reconnaît 3 neurones présynaptiques avec un neurone post-synaptique, avec des différents canaux. Là, ici, des canaux à potassium, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est des canaux à chlore. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, en fait, c'est peut-être pas très apparent, mais il faut savoir qu'il y a plus de chlore, comme je mentionnais, à l'extérieur du neurone qu'à l'intérieur. Alors, on peut facilement comprendre que si le GABA cause l'ouverture de ces canaux chlore-là, bien, le chlore va suivre finalement son gradient de concentration, il va entrer à l'intérieur de la cellule, mais là, étant donné qu'on va rentrer des charges négatives à l'intérieur de la cellule, eh bien, comme on pourrait s'y attendre, le potentiel de membrane qui était à moins 70 pourrait descendre, par exemple, jusqu'à moins 75. À ce compte, si on descend jusqu'à moins 75, bien, on se trouve à faire un potentiel postsynaptique inhibiteur, les sujets qu'on avait déjà parlé en anatomie. Bien, au final, on peut comprendre qu'on fait une inhibition parce que, comme on l'avait déjà mentionné, si on veut pouvoir se rendre à un déclenchement de l'influx nerveux dans le neurone postsynaptique, ultimement, il faut que le potentiel de repos puisse monter jusqu'à moins 65 mV. Et dans ce cas-là, bien, on s'éloigne du moins 55 mV. Donc, évidemment, ça a un effet inhibiteur. Fait qu'on voit bien là, comment que un neurotransmetteur peut avoir un effet spécifiquement sur une cellule nerveuse via justement une action un peu plus moléculaire. Alors ici, tout au long de ce cours, vous allez être invité justement à faire une petite partie de travail par vous-même. Donc, je vous invite à essayer de répondre à ces questions. Nous allons faire un retour là, dans quelques minutes. Donc, ce que vous devez faire, en fait, c'est prendre votre guide des médicaments et le guide de pharmacologie, plus spécifiquement, je dirais le guide des médicaments. Et vous devez faire quelques recherches associées à ces questions, puis essayer là, d'y répondre par vous-même. Donc, lorsque je vais vous donner le signal, vous pourrez mettre la vidéo en pause. Et lorsque vous aurez mis la vidéo en pause, vous ferez votre recherche. Et quand vous allez repartir finalement la vidéo, nous repartirons là, à partir de cet endroit. Alors, vous pouvez pauser la vidéo maintenant.
OK, donc maintenant que vous êtes de retour, on peut analyser ensemble la situation du diazépam, donc du Valium. Donc, à quelle classe appartient là, cette molécule, ou plutôt ce médicament, et on le donne à qui? Alors, quand on cherche là, dans le guide des médicaments, on peut constater que le Valium fait partie des anticonvulsivants et des anxiolytiques. Donc, on donne ça aux gens qui présentent de l'anxiété ou aux gens qui nécessitent en fait une relaxation musculo-squelettique ou une sédation. Donc, ça va avec l'effet qu'on disait là, inhibiteur là, au niveau de cette médication. Alors, quel est le lien justement entre le GABA et le Valium, étant donné que c'est le sujet là, que nous étions en train de parler? Eh bien, il faut savoir que la molécule de Valium va effectuer son action en potentialisant, dans le fond, en augmentant l'effet inhibiteur du GABA sur le cerveau. Donc, lorsqu'on dit justement qu'on potentialise un effet, bien, le potentialiser veut dire on l'augmente. Mais là, évidemment, on augmente l'effet inhibiteur. Donc, on a un effet d'inhibition qui est plus important. Donc, on réduit le niveau d'excitation du cerveau. Dernière question, est-ce que la molécule de diazépam ingérée en péros peut se rendre dans le cerveau? Puis, est-ce logique qu'elle puisse le faire? Eh bien, oui, elle peut se rendre dans le cerveau. Si on jette un coup d'œil justement dans la section distribution, on va constater que cette molécule-là passe la barrière hémato-encéphalique dont nous avions déjà discuté, la barrière là, qui a un certain niveau d'étanchéité entre les vaisseaux sanguins et le cerveau. Donc, étant donné que la molécule passe la barrière hémato-encéphalique, elle peut se rendre dans le cerveau. Est-ce que c'est logique qu'elle puisse le faire? Bien évidemment que c'est logique qu'elle puisse le faire puisqu'il s'agit d'une médication qui sert à réduire le niveau d'excitation du cerveau. Donc, c'est logique qu'elle puisse faire cette action. Alors maintenant, la sérotonine, donc nous sommes encore dans les récepteurs de neuromédiateurs. Alors, si nous jetons un coup d'œil à la sérotonine, un des neurotransmetteurs que nous avions déjà discuté, là, encore une fois, dans le cours d'anatomie, un neurotransmetteur vraiment très concentré, très fortement retrouvé dans le cerveau humain, se fixe sur plusieurs sous-récepteurs. A quand même quelques rôles, mais disons que le rôle le plus important de la sérotonine est le rôle associé à l'humeur et associé à la motivation. Donc, même si dans certaines situations, il pourrait y avoir certaines exceptions, nous pouvons garder en tête que si un individu a des doses suffisantes de sérotonine dans son cerveau, en général, il devrait avoir une humeur normale, et que s'il a des doses insuffisantes, on pourrait s'attendre à certains troubles de l'humeur. Et lorsqu'on parle de troubles de l'humeur, souvent on fait référence, par exemple, à des états dépressifs, là. Bon, on peut mentionner au passage que certains rôles à jouer dans la gestion des cycles veille-sommeil, mais disons que pour vos besoins, là, de faire un lien sérotonine versus humeur serait là, une logique le plus respectable. Alors, même chose que tout à l'heure, là, on essaie de répondre un peu à ces questions-là par soi-même pour, dans le fond, travailler un peu notre capacité d'investigation. Donc, on va maintenant analyser la fluoxétine, soit le Prozac. Alors, encore une fois, lorsque je vous donne le signal, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous revenez par la suite. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant. OK, alors maintenant que vous êtes de retour, si on regarde ça un peu ensemble, la situation du Prozac, donc il appartient à quelle classe on le donne à qui? Donc, le Prozac est dans la classe des antidépresseurs et parfois même on précise le ISRS pour un inhibiteur sélectif de recaptage de la sérotonine. Donc, on donne ça aux gens là, qui ont des dépressions majeures ou qui souffrent de certains troubles, comme par exemple les troubles obsessifs compulsifs, les TOC, ou par exemple la boulimie. Ce serait quoi le mode d'action de ce produit? Quel lien qu'on pourrait faire peut-être avec la sérotonine? C'est qu'en fait, ce produit provoque une inhibition du recaptage de la sérotonine par les neurones du système nerveux central. Donc, il empêche les neurones de reprendre la sérotonine comme ils le feraient normalement. Et dernière question, si on inhibe le recaptage, est-ce que c'est comme si on en donnait plus ou moins de sérotonine au patient? Et dans le fond, il faut expliquer évidemment cette réponse. Et en ce sens, si on fait ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on affecte plus le neurone présynaptique ou le neurone postsynaptique? Alors, si on inhibe le recaptage, eh bien, en réalité, c'est comme si on en donnait plus au patient, puisque si le neurone présynaptique ne recapte pas les neurotransmetteurs, eh bien, les neurotransmetteurs vont être plus présents dans la fente synaptique. Donc, c'est comme augmenter la concentration du neurotransmetteur. Et comme je viens de le mentionner, en fait, le neurone sur lequel on joue, ça se trouve être le neurone présynaptique. Alors, on peut voir cette description sur cette image. Donc, on voit ici un neurone présynaptique, un neurone postsynaptique. Alors, imaginons ici que nos petites boules vertes, nos petits neurotransmetteurs seraient de la sérotonine. Alors, on avait déjà discuté de ça. Lorsqu'un neurotransmetteur fait son effet sur un récepteur, bon, il change le potentiel d'action, là, et puis il peut faire rentrer ou sortir des ions. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Une fois qu'il a fait cet effet, il se détache. Et là, plusieurs choses peuvent arriver avec ce neurotransmetteur.
Mais une des choses qui peut arriver, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est un recaptage. Donc, il ne faut pas se mêler. Là. Ici, ça, c'est le neurone présynaptique. Ici, c'est le neurone postsynaptique. Donc, ici, le neurone présynaptique a recapté un neurotransmetteur. Donc, dans le fond, la molécule de Prozac, ce qu'elle empêche, c'est qu'elle empêche dans le fond, ce mécanisme-là de recaptage. Et si le recaptage ne peut pas se faire, bien, évidemment, le neurotransmetteur se trouve plus concentré au niveau de la fente synaptique. Maintenant, la dopamine. Alors, dopamine, neurotransmetteur quand même assez important aussi, là, retrouvé dans plusieurs régions du cerveau. Et neurotransmetteur qu'on pourrait ou qu'on associe souvent en fait au mouvement. Il y a plus qu'un rôle, mais quand même, c'est souvent celui qu'on va associer au mouvement. Puis quand on parle d'associer au mouvement, on fait souvent référence en fait à la normalité du mouvement. Donc, si on veut qu'un individu puisse bouger normalement, c'est-à-dire faire des mouvements lorsque c'est le temps de le faire et ne pas faire de mouvements lorsque ce n'est pas le temps de le faire, il doit sécréter des quantités normales de dopamine. Donc, c'est le principal lien qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Par contre, évidemment, il y a d'autres rôles à jouer. Donc, si on veut qu'on ait un fonctionnement normal du cerveau, il faut qu'il y ait une bonne concentration. Bon, si justement ces concentrations-là ne sont pas adéquates, on peut s'attendre à certains troubles. Donc, si on a trop de dopamine, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, on pourrait probablement avoir un problème de schizophrénie, hein, une maladie là, au niveau psychiatrique. Et à l'inverse, si on n'a pas assez de dopamine, sujet des fois qu'on parle un petit peu plus souvent dans le contexte de la dopamine, là, souvent on fait référence plus à justement une carence en dopamine. Donc à ce moment-là, ce serait probablement la maladie de Parkinson. Donc maladie de Parkinson et Alzheimer là, pour les troubles associés à des dérèglements en fait au niveau de la concentration là, de la dopamine. Alors comme d'habitude, même chose, vous essayez de répondre par vous-même à la diapositive et on fait un petit retour par la suite. Donc vous pouvez maintenant poser la diapositive maintenant. OK, maintenant que vous êtes de retour, nous allons analyser ensemble la carbidopa-levodopa, donc le cinémate. Donc, ce médicament appartient à quelle classe et on le donne à qui? Donc, le médicament appartient en fait aux anti-parkinsoniens. Donc, on les donne aux individus qui souffrent de la maladie de Parkinson, ce qui est un peu illustré là, par le petit icône ici, là, une personne qui présenterait certains tremblements, une certaine lenteur dans les mouvements, là, ce qu'on va appeler là, une bradycardie et une... pardon, pas une bradycardie, une bradykinésie. Et une certaine là, aussi là, perte d'intensité dans les mouvements. Alors, sujet que nous discuterons un petit peu plus dans le cadre là, du cours Physiopathologie 2 en SPU. Lorsqu'on consulte le mode d'action de ce produit, pourrions-nous dire que ce médicament en fait est exactement la même chose que la dopamine? En fait, non. Quand on se met à lire un peu là, sur ça, on constate que la molécule en fait est un précurseur de la dopamine. Donc, ce n'est pas exactement de la dopamine, c'est un précurseur. Donc, la molécule, elle doit être métabolisée dans le corps. Et une fois qu'elle est métabolisée, elle va devenir de la dopamine. Donc, quand on prend le comprimé, ce n'est pas de la dopamine. Quand ça rentre dans le corps, quand c'est métabolisé par certaines enzymes, à ce moment-là, c'est transformé en dopamine. Mais là, tout de suite, on pourrait se questionner, OK, mais pourquoi ne pas donner directement de la dopamine au patient? Parce qu'en fait, c'est ça le problème du Parkinson, c'est qu'il manque de dopamine, le patient. Eh bien, encore une fois, il faut revenir avec notre anatomie du système nerveux, c'est qu'en fait, la molécule de dopamine ne peut pas passer la barrière hémato-encéphalique, comme nous avons mentionné tout à l'heure. Donc, le précurseur, lui, peut le faire. Donc, la stratégie qu'on a trouvée, c'est qu'on donne un précurseur. Le précurseur passe la barrière hémato-encéphalique et ce précurseur est absorbé, on pourrait dire, par certaines cellules au niveau du système nerveux. Et certaines enzymes finales de ces cellules vont transformer le précurseur en dopamine version finale. Alors, à ce titre, le médicament, est-ce qu'on pourrait le considérer comme un agoniste ou un antagoniste dans de la dopamine, le concept qu'on avait déjà vu un petit peu précédemment? Eh bien, évidemment, il faut le voir comme un agoniste parce qu'en fait, même si la levodopa n'est pas exactement de la dopamine, bien en fait, elle va se transformer en dopamine et en ce sens, elle va faire la même chose. Donc, il faut la voir comme un agoniste de dopamine. Autre exemple, encore une fois pour la dopamine, mais concernant à ce moment-là l'olanzapine. Alors, comme d'habitude, vous pouvez maintenant poser la diapo. Alors, maintenant que vous êtes de retour, si on analyse un peu ensemble la situation, donc il appartient à quelle classe ce médicament, on le donne à qui? Donc, en réalité, ce médicament appartient à la classe des antipsychotiques et des stabilisateurs de l'humeur. Alors, on le donne habituellement aux gens qui souffrent de schizophrénie ou à d'autres troubles psychotiques là, apparentés. Est-ce que ce médicament stimule ou inhibe la présence de dopamine? Eh bien, en fait, il va inhiber la présence de dopamine. C'est un peu logique parce que, comme nous avions mentionné là, précédemment, un des troubles associés à la schizophrénie, en fait, c'est un excès de dopamine. Fait que ça serait logique quand même d'inhiber finalement la dopamine pour revenir au moins à des concentrations normales.
Donc, encore une fois, un peu un lien avec la matière antérieure. Est-ce que là, il faut considérer ça comme un agoniste ou un antagoniste? Bien évidemment, il faut voir ça comme un antagoniste dans cette situation-là, puisqu'on inhibe la présence de dopamine. Et ce serait quoi l'effet clairement, là, rechercher l'effet thérapeutique via la modification justement de ces taux là, de dopamine? Eh bien, l'effet clinique recherché, c'est une diminution des épisodes de psychose. Donc, on connaît l'effet, disons, moléculaire de réduire les taux de dopamine, mais l'effet clinique qu'on va avoir sur le patient, c'est réduire les épisodes de psychose. Autre neurotransmetteur là, et récepteurs associés à ça, l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, évidemment, des neurotransmetteurs très importants. Ces neurotransmetteurs sont associés au système nerveux autonome, donc on a déjà mentionné quelques fois que ces neurotransmetteurs-là se fixaient sur des récepteurs, les fameux récepteurs adrénergiques là, qui réagissent à l'adrénaline et à la noradrénaline. Là. Puis je vous rappelle que épinéphrine et norépinéphrine sont des synonymes. Donc deux grandes familles de récepteurs pour l'adrénaline et la noradrénaline, soit les récepteurs alpha-adrénergiques et les récepteurs bêta-adrénergiques. Situés à différents endroits dans le tissu, là, nous allons en parler très prochainement. Donc, très fortement associé au système nerveux autonome, nous l'avions déjà mentionné. Alors, quand même un point excessivement important, là, même si la règle n'est pas toujours vraie, on peut globalement dire que un système adrénergique ou un récepteur qui se fixe, plutôt un neuromédiateur qui se fixe sur des récepteurs adrénergiques est habituellement associé au système nerveux sympathique. Et puis, évidemment, il ne faut pas perdre de vue que le système nerveux sympathique est associé aux situations de stress. Que ce soit un stress psychologique ou un stress physiologique, là, comme par exemple un patient qui serait en hémorragie. Là. Donc, règle générale, si vous entendez adrénergique, vous devez avoir comme réflexe de penser stimulation du corps, situation du stress, et vous devriez être en mesure d'émettre des hypothèses sur qu'est-ce que ça pourrait faire finalement, ce neurotransmetteur-là, sur les tissus, en considérant que le corps humain est en situation de stress physiologique. Et comme en fait beaucoup de médicaments, il faut savoir qu'on peut chercher finalement à mimer l'effet de l'adrénaline, comme on pourrait chercher à lui nuire ou plutôt s'opposer à son effet, l'effet agoniste ou antagoniste. Je l'ai écrit et je l'ai réécrit dans cette diapo, mais c'est un peu vrai pour n'importe quelle molécule. Alors peut-être un petit détail là, au niveau de la localisation et de l'effet là, des différents récepteurs adrénergiques. Alors sachez qu'il existe des tableaux beaucoup plus poussés là, qui décrit la fonction de ces choses. Disons, ici c'est un résumé, mais j'ai voulu y aller justement au niveau du plus simple, mais je dirais que le contenu ici est assez important. Donc nous avons mentionné deux types de récepteurs adrénergiques, les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Donc les récepteurs alpha, c'est assez simple, on peut retenir qu'ils sont situés dans la plupart des vaisseaux sanguins. Pas à tous les endroits, là, comme par exemple pas dans les muscles squelettiques, mais au niveau surtout là, de l'ensemble en fait des autres tissus. Et très important, retenir que lorsque les récepteurs adrénergiques dans les vaisseaux sanguins sont stimulés, c'est une réaction de vasoconstriction qui va se produire. Alors ultimement, ça pourra avoir un effet là, d'augmentation de la tension artérielle. Pour ce qui est des bêta, donc surtout les bêta 1 et les bêta 2 qui nous intéressent, donc bêta 1 va être situé dans le tissu musculaire cardiaque. Et l'effet de la liaison va être une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la contractilité. Et pour ce qui est des bêta 2, excessivement important pour le paramédic. Donc, on les retrouve à deux endroits, dans les vaisseaux sanguins du cœur, dans les artères coronaires et dans les muscles lisses des bronchioles au niveau des poumons. Alors, la localisation est importante, mais évidemment l'effet aussi. Donc, lorsqu'on stimule des vaisseaux sanguins du cœur avec les bêta 2, on se trouve à les dilater. Donc, on fait une vasodilatation des artères coronaires. Alors, évidemment, on peut s'attendre à ce moment-là à une meilleure perfusion du myocarde. Et effet physiologique compatible, assez logique. Au niveau des bronchioles, c'est une bronchodilatation qu'on va créer à ce moment-là. Et comme le lien qu'on disait tout à l'heure, c'est assez logique. Là. Si on est en situation de stress, si on est en train là, je sais pas, il y a quelqu'un qui nous vaut du mal et on veut se sauver, bien évidemment, on a besoin d'air dans nos poumons et on a besoin de sang dans notre cœur et on a besoin d'une bonne tension artérielle. Donc, tous ces effets vont être faits par des récepteurs adrénergiques. Bon, pour les bêta-3 là, qui sont situés au niveau des cellules, les adipocytes sont des cellules graisseuses. Donc, l'effet de la liaison, c'est de détruire le tissu graisseux pour faire des acides gras pour donner de l'énergie au corps. Peut-être un peu moins important là, pour le paramédic. Là, je dirais, j'insisterais surtout sur les alpha, qui en fait, c'est pas compliqué, c'est la même chose pour les deux, et surtout les bêta 1 et les bêta 2. Alors, même chose que depuis le début de ce cours, donc petite analyse d'une médication. Donc, maintenant, nous allons jeter un coup d'œil à la prazosine. Alors, je vous invite à essayer de faire la diapositive par vous-même. Donc, vous pouvez poser la diapositive maintenant.
OK, maintenant que nous sommes de retour, on va regarder ça ensemble. Donc, il appartient à quelle classe? On le donne à qui? Donc, la prazosin appartient en fait à la classe des antihypertenseurs. Donc, on l'utilise, c'est assez logique, pour traiter les gens qui souffrent là, de HTA, donc d'hypertension artérielle. Alors, sur quel récepteur agit ce produit? Donc, en fouillant dans le guide des médicaments, nous pouvons retrouver que ce sont principalement les récepteurs alpha-1 adrénergiques qui sont stimulés. Alors, là, évidemment, ça serait intéressant de se questionner, est-ce qu'il active ou bloque ces récepteurs? Bien, il va bloquer les récepteurs alpha-1 adrénergiques. Donc, comment le fait à ce moment-là d'empêcher la vasoconstriction? Pourrait-il limiter la tension artérielle? Et on peut se questionner là, en essayant de se souvenir en fait des formules de cardio-mathématiques que nous avions vues en anatomie 1. Eh bien, jadis, nous avons vu que si on veut réécrire la formule, le TA, tension artérielle, est égal à débit cardiaque fois résistance périphérique. Alors, évidemment, si on empêche de faire de la vasoconstriction, c'est la résistance périphérique qu'on va modifier. Donc, on va diminuer en fait la résistance périphérique. Alors, si on diminue la résistance périphérique, bien, on empêche la tension artérielle d'être trop haute. Et bien, c'est logique puisque, comme on disait, on donne ça aux gens qui souffrent d'hypertension artérielle. Donc, cette molécule-là empêche la tension artérielle d'être trop haute parce que, bon, on pourra... Il en sera question dans d'autres vidéocours, là, principalement dans le cours de physiopathologie 1, mais évidemment, la tension artérielle élevée sur une trop longue période de temps est très néfaste là, pour l'organisme humain. Donc, le fait de limiter la résistance périphérique ou de l'empêcher de monter permet de réduire la tension artérielle. Autre analyse là, des récepteurs bêta ou adrénergiques, ou en tout cas de l'ensemble des récepteurs adrénergiques. Maintenant, concernant le propranolol, donc même chose, je vous invite à faire la diapositive. Donc, vous pouvez arrêter la diapositive maintenant. OK, maintenant que vous êtes de retour, donc si on jette un petit coup d'œil au propranolol, donc ce médicament avait déjà été discuté un peu dans un cours antérieur. Hein, il fait partie de la classe des antihypertenseurs, mais on pourrait tout de même le retourner dans le guide des médicaments pour essayer de l'analyser un peu plus en détail. Donc, sur quel récepteur agit ce produit? Bien, en fait, il agit sur les deux récepteurs là, bêta-adrénergiques, soit les bêta-1 et les bêta-2 adrénergiques. Est-ce qu'il active ou bloque ces récepteurs? Bien, dans ce cas-là, il va bloquer les récepteurs, les deux, en fait, 1 et 2 adrénergiques. Alors, ce serait quoi le premier effet thérapeutique qui est cité dans le guide via cette action? Bien, c'est en fait réduire la fréquence cardiaque, d'avoir un effet bradycarde. Et encore une fois, on pourrait là, faire un lien avec l'anatomie et les cardio-mathématiques en se demandant comment le fait de réduire ce paramètre, réduire la fréquence cardiaque, peut-il limiter la tension artérielle? Eh bien, on le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, tension artérielle est égale à débit cardiaque fois résistance périphérique. Mais le débit cardiaque, on pourrait le reprendre et le diviser, et on pourrait écrire débit cardiaque est égal à volume systolique multiplié par la fréquence cardiaque. Alors évidemment, si on diminue la fréquence cardiaque, on va diminuer le débit cardiaque. Et puisqu'on dit que la tension artérielle dépend du débit cardiaque, eh bien, on va se trouver à diminuer la tension artérielle. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut avoir un effet de réduction de tension artérielle par plus qu'une stratégie. On peut le faire en diminuant finalement la fréquence cardiaque comme on le fait avec le propranolol, comme on pourrait le faire en diminuant la résistance périphérique comme on le faisait avec le médicament précédent, soit la prazosin. Donc, on voit déjà d'emblée qu'on peut avoir une même action physiologique, on pourrait dire, avec quand même une stratégie pharmacologique différente. Et dernière analyse, encore une fois, des récepteurs bêta-adrénergiques, celle du salbutamol, donc le Ventolin. Alors, encore une fois, vous pouvez mettre la diapositive actuelle en pause. OK, maintenant que vous êtes de retour, si on regarde un peu ensemble le contenu plutôt les détails associés à cette médication. Donc, il appartient à quelle classe le Ventolin et on le donne à qui? Alors, il appartient à la classe des bronchodilatateurs et qu'on va le donner, évidemment, aux gens qui ont des troubles associés à des bronchospasmes. N'importe qui a un bronchospasme pourrait recevoir ce médicament, mais disons que habituellement, ça s'adresse surtout à deux clientèles, soit les patients asthmatiques et les patients qui souffrent de MPOC, de maladies pulmonaires obstructives chroniques ou de BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, sur quel récepteur agit ce produit? Bien évidemment, les récepteurs bêta-adrénergiques, mais plus spécifiquement les bêta-2 adrénergiques. Est-ce que le salbutamol active ou bloque les récepteurs? Eh bien, en fait, il les active dans cette situation. On pourrait se questionner, si on est un paramédic, est-ce qu'on peut donner le salbutamol? Alors oui, c'est un médicament qui fait partie des produits que vous pouvez administrer aux patients. Et quelle est la voie d'administration? Eh bien, nous l'avons vu dans un cours précédent, il s'agit en fait de l'inhalation. Alors, sur cette figure, on voit bien la situation, disons, normale, une bronchiole normale d'un individu avec quand même une belle lumière qui permet des passages d'oxygène éventuellement vers les alvéoles et une sortie du CO2. Et ici, on voit un peu la situation que pourrait
dont pourrait souffrir un patient asthmatique avec les modifications caractéristiques en fait au niveau de la muqueuse, là, donc de l'inflammation, l'accumulation de mucus, un certain degré de bronchospasme et un certain édème au niveau de cette muqueuse. Tous ces effets, comme on peut le voir, c'est assez évident, ont un effet de réduction de la lumière. Donc, réduction de la lumière veut bien sûr dire moins d'air au niveau des alvéoles et de moins bons échanges gazeux éventuellement. Donc, avec le Ventolin, on cherche à finalement retourner dans cet état, de faire un certain niveau de bronchodilatation. Maintenant, si on jette un petit coup d'œil à l'acétylcholine, alors l'acétylcholine, là, si vous vous souvenez, il s'agit du neurotransmetteur là, qui est probablement le plus concentré en fait dans le cerveau. Là, il est impliqué dans beaucoup de réactions et il est surtout en fait impliqué là, au niveau là, de la plaque neuromusculaire. Donc, lorsqu'un individu veut contracter un muscle, il le fait évidemment en envoyant un courant électrique de son cerveau jusqu'au muscle, mais disons que le message d'électricité se transmet au muscle via la sécrétion d'acétylcholine. Donc, pour ce qui est des cibles de l'acétylcholine, des récepteurs associés à ça, il y a deux grandes familles, donc les récepteurs muscariniques ainsi que les récepteurs nicotiniques. Donc, comme j'ai mentionné, on retrouve ça beaucoup au niveau de la jonction neuromusculaire, mais on retrouve ça aussi beaucoup associé au système nerveux parasympathique. Donc, comme nous l'avions mentionné tantôt là, pour le récepteur adrénergique, nous avons fait une règle là, assez générale que les récepteurs adrénergiques étaient associés au système nerveux sympathique, donc aux situations de stress. Eh bien, on peut faire quand même un lien assez similaire ici, donc associer le système nerveux parasympathique aux récepteurs cholinergiques. Donc, quand on parle d'acétylcholine et de récepteurs cholinergiques, là, ici qui est précisé, donc ça fait référence en fait au parasympathique et encore une fois à l'état de repos. Alors, si je vous dis qu'on stimule, là, par exemple, des récepteurs cholinergiques au niveau de l'intestin, on pourrait se demander qu'est-ce que ça peut faire. Bien évidemment, il faut se questionner sur qu'est-ce qu'un intestin va faire dans un état de repos. Et quand je parle d'un état de repos, évidemment, je parle d'un état de repos physiologique de l'organisme en entier. Donc, si l'organisme est dans un état de repos physiologique, bien, il y a des chances que son intestin va être plus actif. Il va y avoir plus de circulation qui va se faire au niveau là, sanguine parce que justement l'organisme a le temps de digérer. Donc, il faut y aller encore toujours un peu de cette façon logique, là, de penser qu'est-ce qu'un organisme fait quand il est dans une situation de stress physiologique ou, pour le cas qui nous intéresse, dans une situation de repos physiologique. Maintenant, pour l'analyse des récepteurs cholinergiques, nous allons jeter un coup d'œil à l'atropine. Alors, je vous invite à prendre votre guide des médicaments et rechercher ce médicament et répondre aux questions suivantes. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant. OK, maintenant que vous êtes de retour, on va analyser ça ensemble. Donc, il appartient à quelle classe? Bien, en fait, l'atropine fait partie des antiarythmiques. Pour les situations spécifiquement cardiaques, quelles seraient en fait les deux indications les plus importantes? Alors, lorsqu'on cherche dans le guide, on peut trouver que les deux plus importantes situations seraient la bradycardie sinusale et le bloc cardiaque et des situations de réanimation cardio-respiratoire, mais dans un contexte d'asystolie. Donc, comme vous aurez l'occasion de le voir dans la partie réanimation de votre deck, vous allez procéder à la réanimation cardio-respiratoire dans diverses situations, entre autres dans des situations où le patient va être en fibrillation ventriculaire et dans des situations où le patient va être en asystolie. Donc, ce sont deux situations différentes au niveau du cœur. Mais là, l'atropine va être intéressante dans la deuxième situation, finalement, dans celle d'asystolie. Alors, sur quel récepteur cholinergique agit ce produit? Bien, en fait, il agit sur les récepteurs muscariniques. Est-ce qu'il active ou bloque ces récepteurs? Bien, en fait, il se trouve à bloquer les récepteurs muscariniques. Alors, si on est paramédic, est-ce qu'on peut donner ce médicament? Et si la réponse est non, qui peut le donner? Donc non, nous, en tant que paramédic, vous ne pouvez pas donner ce médicament. Et là, ce sont les médecins qui vont donner le médicament au centre hospitalier dans des situations justement là, de troubles de l'électricité cardiaque. Alors, il a été question justement de fibrillation ventriculaire et d'asystolie. Alors, peut-être juste un petit retour sur ces deux troubles, on pourrait dire, du rythme. Là. Donc, ici, on voit bien en fait une fibrillation ventriculaire. Hein. Donc, on voit que carrément une activité anarchique étendue à tout le myocarde. On ne peut pas rien reconnaître de notre complexe là, QRS ou de notre onde P ou de notre onde T. Alors, si on ne peut pas rien reconnaître, bien, activement, il faut penser qu'il y a une tempête électrique dans notre cœur. Donc, c'est un peu ce que la fibrillation ventriculaire représente. Et c'est intéressant de noter ici, évidemment, que la fibrillation ventriculaire est un rythme dit défibrillable. Hein, donc, un rythme défibrillable qui veut dire que finalement, vous, en SPE, vous pouvez... lorsque vous allez faire des analyses avec votre moniteur défibrillateur semi-automatique, eh bien, si le moniteur détecte une fibrillation ventriculaire, il va conseiller finalement de réaliser une défibrillation.
Alors ici, hein, la ligne, souvent on dit la ligne flat comme ça, en fait, ça correspond à l'asystolie, donc plus aucune activité au niveau électrique. Alors ici, c'est asystolie. Et encore une fois, on pourrait mentionner un peu un contexte clinique au niveau paramédic, c'est qu'il s'agit en fait d'un rythme non défibrillable. Alors contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire, si vous êtes en train de masser un patient et que vous placez les pads sur le patient et que le moniteur détecte une asystolie, eh bien, il n'y aura pas de choc qui va être envoyé. Le moniteur va vous conseiller de continuer en fait le massage cardiaque. Lorsque vous allez arriver au centre hospitalier avec ce patient qui est en asystolie, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on pourrait décider de lui injecter l'atropine pour essayer justement d'avoir un effet favorable sur sa condition d'arrêt de l'activité électrique cardiaque. Peut-être faire un petit retour sur des concepts qui avaient déjà été vus dans un cours antérieur, hein, justement concernant le sympathique et le parasympathique, un peu de terminologie. Donc, si le médicament que vous avez fait le même effet en fait que le système nerveux sympathique, on va utiliser la terminologie sympathomimétique. Hein. Et si l'effet était contraire, eh bien à ce moment-là, on va utiliser le nom associé plus comme au récepteur comme tel. Donc on va parler d'un alpha-bloqueur ou d'un bêta-bloqueur, dépendamment évidemment si ce sont les alpha ou les bêta qui sont affectés. Et lorsqu'on parle du système nerveux parasympathique, bien, un petit peu le même principe. Donc si on essaie de faire le même effet, on va parler à ce moment-là d'un parasympathomimétique. Et si on veut avoir un effet contraire, bien encore une fois, on va aller chercher plus le nom du récepteur. Donc on va parler d'un anticholinergique à ce moment-là. Autre neuromédiateur et récepteur de neuromédiateur, en fait l'histamine. Donc l'histamine, si vous avez en fait certaines connaissances au niveau de la santé, vous savez peut-être que l'histamine est reliée aux allergies, en fait aux réactions allergiques. Donc il est vrai que on retrouve de l'histamine à différents endroits dans le corps. On en retrouve en fait au niveau de certains neurones, donc c'est un neurotransmetteur. Par contre, on retrouve aussi beaucoup d'histamine au niveau des granulocytes basophiles et des mastocytes. Et ces deux cellules-là, en fait, sont des leucocytes, hein, des globules blancs, donc des cellules utilisées dans votre système immunitaire. Et bien évidemment, votre système immunitaire sert à combattre les infections, mais il est aussi mis en action lors des réactions allergiques. C'est quand même intéressant de mentionner, puis vous allez le voir en fait sur les patients qui ont des réactions allergiques, que des récepteurs de l'histamine, il y en a dans vraiment beaucoup de tissus. Donc il peut en avoir il peut en avoir, il y en a dans la peau, dans les poumons, dans le tractus gastro-intestinal, dans les vaisseaux sanguins et à plusieurs autres endroits. Donc puisque plusieurs endroits qui ont des récepteurs pour l'histamine, alors lorsqu'une réaction allergique va se produire, on ne va pas trop détailler qu'est-ce que la réaction allergique, mais en gros, une réaction allergique, c'est une libération massive d'histamine. Eh bien, on va pouvoir s'attendre à des effets sur ces différents tissus. Donc, à quel endroit l'histamine va se fixer, en fait, au niveau de 3 types de récepteurs au niveau des cellules, donc soit les récepteurs H1, H2 ou H3. Alors, les récepteurs H1 sont surtout ceux qui sont associés au phénomène allergique, comme nous venons de discuter. Les H2 sont surtout associés aux régulations de l'acidité de l'estomac. Nous allons en discuter très prochainement. Et les H3 sont ceux qui sont peut-être un petit peu moins, qu'on va moins parler, qui sont associés dans justement la régulation de l'activité des neurones via l'histamine. Donc l'effet purement neurotransmetteur de l'histamine. Alors, comme on le fait depuis le début, un autre médicament à analyser. Donc, prenez votre guide, faites une petite recherche sur la diphénhydramine. Et vous pouvez mettre la diapositive en pause maintenant. Alors maintenant que vous êtes de retour, on va analyser ça ensemble. Donc, à quelle classe appartient le Benadryl et on la donne quand en fait cette molécule? Donc le Benadryl en fait est un antihistaminique. Donc étant donné que c'est un antihistaminique, on donne ça aux gens qui présentent des réactions allergiques et même parfois des réactions d'anaphylaxie. L'anaphylaxie est une réaction un peu plus systémique, on pourrait dire, au niveau de l'allergie. Est-ce que le médicament inactive l'histamine? Donc lorsqu'on donne du Benadryl à un patient, est-ce qu'on se trouve à casser, on pourrait dire, la molécule d'histamine? En fait, non. Le Benadryl, tout ce qu'il fait, c'est qu'il empêche la fixation la fixation finale de l'histamine sur les récepteurs. Donc, il ne détruit pas comme tel l'histamine, il fait seulement empêcher la molécule de se fixer sur les récepteurs. Alors, si on tient compte de cette réponse qu'on vient de mentionner, croyez-vous que lorsque l'individu est traité avec le Benadryl, il y a plus de risques de réaction dans les prochaines heures? Bien, en fait, pas il y a plus de risques, mais qu'il n'y a plus de risques. En fait, la réponse, c'est non, il y a encore des risques, parce que étant donné que le Benadryl n'a pas détruit l'histamine, eh bien, elle reste quand même dans le corps. Alors, parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'un patient pourrait présenter une réaction allergique. On lui donne du Benadryl.
sans casse, on pourrait dire, sans réaction allergique, en ce sens que là, l'histamine ne peut plus faire son effet sur les tissus. Mais là, étant donné que l'histamine est encore présente, elle peut rester quand même dans le sang pendant un certain temps. Et parfois même, on a comme une nouvelle libération d'histamine qui se fait après un certain temps. Donc, on va parler d'une réaction, on pourrait dire, à rebond un peu, là, une réaction avec un délai. Et il se pourrait, en fait, qu'un individu, après une première réaction initiale dans habituellement les 15 à 30 premières minutes, habituellement c'est 15 minutes, mais disons dans les premières 15 minutes d'exposition à un allergène, il va faire une réaction initiale, il va ne plus avoir de symptômes en raison du Benadryl, il pourrait dans les prochaines heures refaire une autre réaction un peu en raison de ça, puisqu'on n'a pas tout détruit les molécules. En fait, on a seulement empêché la liaison sur les récepteurs. Puisque l'histamine est aussi utilisée comme neurotransmetteur dans le cerveau, et que dans le fond, on limite son effet. Hein. Donc, l'histamine, on utilise ça dans notre cerveau comme pour, on pourrait dire, faire fonctionner notre cerveau. Et à ce moment-là, on empêche l'histamine de faire son travail. Alors, quel effet secondaire pertinent pourrait-on mentionner? Eh bien, en fait, l'effet secondaire pertinent, ce serait la somnolence. Hein, puisque, comme je viens de le mentionner, si l'histamine, ça sert disons que c'est un outil que le cerveau va utiliser pour fonctionner normalement, eh bien, évidemment, si le cerveau ne fonctionne pas normalement ou on affecte un petit peu sa capacité à fonctionner, on peut s'attendre à un moins bon fonctionnement de ce dernier. Et l'état d'éveil est quand même là, quelque chose d'important. Fait que si l'état d'éveil est affecté, ça peut affecter un petit peu justement comment on pourrait dire, l'éveil justement de l'individu. Donc, d'où l'explication en fait de l'effet de somnolence. Alors sur cette diapo, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est juste justement on disait là, un leucocyte, avec un globule blanc en fait, qui possède là, certains types d'anticorps. Là, on ne va pas aller trop en détail, on va pouvoir rediscuter de ce sujet-là dans un autre cours, mais c'est juste pour vous mentionner que ici on voit le leucocyte qui libère en fait des médiateurs chimiques. Alors, c'est un peu ce qui se passe là, dans une réaction allergique. Là, il y a plusieurs médiateurs chimiques, il y a les kinines, il y a des prostaglandines, toutes sortes de choses qui peuvent être libérées, mais il y a entre autres l'histamine aussi. Donc, et justement, l'histamine peut avoir des effets sur plusieurs tissus, c'est ça qu'on mentionnait dans la diapo précédente. On peut avoir des effets sur le système respiratoire, sur le système gastro-intestinal, sur la peau, et tout le fait qu'il y ait des récepteurs en fait dans tous ces tissus, c'est ça qui explique le fait qu'on que finalement le patient pourrait avoir de nombreux symptômes. Là. C'est ce qu'on verra à ce moment-là quand on regardera un peu ensemble là, la physiopathologie et les manifestations cliniques associées là, aux réactions anaphylactiques. Encore un peu analyse de l'histamine, mais à ce moment-là, un autre endroit, on pourrait dire, autre récepteur. Donc, on va jeter un coup d'œil à l'effet de la ranitidine, donc le Zantac. Alors, encore une fois, faites vos recherches. Et vous pouvez arrêter la vidéo dès maintenant. OK, maintenant que vous êtes de retour, si on regarde un petit peu le Zantac, l'effet du Zantac, donc ce médicament appartient à quelle classe? On donne ça à qui? En fait, il appartient à la classe des anti-ulcéreux. Ultimement, on le donne pour traiter les gens, traitement surtout de courte durée, mais traiter les gens en fait qui souffrent d'ulcère duodénal. Hein, fait qu'un ulcère duodénal, c'est une situation où là, on a comme une lésion, on pourrait dire, au niveau de la muqueuse qui va se faire du duodénum, souvent associé à un reflux d'acide dans le duodénum, une trop grande production d'acidité au niveau de l'estomac. Alors, sur quel récepteur va agir ce médicament? Eh bien, il va agir plus spécifiquement sur le récepteur H2, hein, au niveau de l'histamine, plus spécifiquement au niveau des cellules pariétales de l'estomac. Donc, c'est quoi les cellules pariétales de l'estomac? Bien, évidemment, ce sont des cellules qui font partie de l'estomac, mais qui ont un rôle plus spécifique, en fait, de sécréter justement l'acide. Donc, il y a plusieurs choses là, qui sont sécrétées par l'estomac. Il y a des enzymes qui permettent de digérer, il y a du mucus qui permet de protéger l'estomac, mais également de l'acidité. Il faut qu'il y ait un milieu acide dans l'estomac. C'est la base d'une bonne digestion et c'est la base de la protection contre les microbes. Mais à quelque part, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc, le récepteur, ou plutôt le Zantac se fixe justement sur les récepteurs H2 qu'on retrouve justement au niveau de ces cellules-là qui permettent de sécréter l'acide. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer le Zantac comme un agoniste ou un antagoniste? Mais en fait, c'est un antagoniste. Donc, c'est logique. Si c'est un antagoniste, ça va réduire le niveau de sécrétion d'acide. Et si ça réduit le niveau de sécrétion d'acide, eh bien, ça devrait réduire le niveau d'irritation au niveau du duodénum. Question, est-ce qu'on pourrait donner ce produit à une personne, donc donner le Zantac en combinaison à une personne qui utiliserait un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme par exemple du Advil? Allez voir dans les indications. Eh bien, en fait, oui, on pourrait le donner. Puis, en fait, c'est souvent ça qu'on fait parce que un des effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est justement de causer des troubles au niveau gastro-duodénal. Et là, je me rends compte, là, tout au long du descriptif, là, je vous parlais du duodénum, puis je pointais ici, évidemment, ça serait l'œsophage. Là, que
je pointais pas le bon tuyau, là, donc ça se trouve être évident ici, notre duodénum, hein, on a notre œsophage ici, là, fait que donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à irritation du duodénum, ben, c'est ici là, qu'on fait référence. Donc, si on revient à nos moutons, là, alors l'utilisation des anti-inflammatoires, c'est connu comme pouvant être irritant en fait pour l'estomac ou pour le duodénum. Donc, parfois, ce qu'on va faire, c'est que justement, lorsque le patient va prendre des anti-inflammatoires, on va combiner à ça le Zantac pour réduire un des effets secondaires justement associés à la médication. Donc, dans ce contexte-là, la prise du Zantac n'est pas du tout pour régler le problème. Le patient a par exemple de l'inflammation, puis là, son problème, c'est l'inflammation. On utilise l'anti-inflammatoire pour régler l'inflammation, mais là, on utilise un deuxième médicament pour régler l'effet secondaire du premier médicament. Alors, c'est pour ça, évidemment, que certains patients, des fois, se ramassent avec des listes de médicaments assez importantes, puisque ce n'est pas toujours des médicaments qui ont un effet primaire. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'effet secondaire, ou plutôt le fait que le médicament permet d'empêcher un effet secondaire d'une autre substance. Autre catégorie de récepteurs très intéressants et de molécules qui sont associées, les opioïdes endogènes. Là, je constate là, en enregistrant la vidéo une petite faute. Là. Donc, ce n'est pas des opioïdes, là, des opioïdes. Là. Donc, O-P-I. Fait que dans le fond, il y a un P de trop finalement, là, opioïdes endogènes. Fait qu'on peut enlever ce petit P-là. Donc, les opioïdes endogènes, hein, des opioïdes, ça fait référence à des molécules qui ont un effet là, pour réduire la douleur. Donc, il y en a différentes catégories. Il y a les enképhalines, il y a les endorphines, il y a les dynorphines. Et ces opioïdes endogènes-là vont se fixer sur certains récepteurs dans le corps, entre autres là, les récepteurs mu, kappa et delta. Ces récepteurs, en fait, là, en général, les récepteurs opioïdes, ils sont intéressants, comme je mentionnais, puisqu'on sait qu'ils sont reliés à la transmission de l'information de douleur. Et on en retrouve à différents endroits, mais plus spécifiquement dans l'encéphale et dans la moelle épinière. Hein, parce que comme il avait déjà été question dans le cours de physiopathologie 1, no brain, no pain. Là. Donc, si on veut avoir de la douleur, il faut avoir un cerveau pour être en mesure de détecter cette douleur. Donc, on a des récepteurs pour les opioïdes au niveau de notre cerveau. Là. Et donc, il faut garder en tête, là, ces opioïdes-là endogènes, hein, c'est des molécules que nous-mêmes sécrétons. Donc, le cerveau a la capacité de sécréter des molécules qui ont un effet de réduction de l'information de douleur. Donc, là, les opioïdes endogènes ne créent pas de la douleur, ils réduisent la sensation de douleur. Il y en a évidemment des neurotransmetteurs qui créent de la douleur. On n'a qu'à mentionner la substance P que nous avions déjà vue. Donc, la substance P crée de la douleur, mais les opioïdes endogènes, eux, vont réduire la sensation de douleur. Et bien évidemment, on a des molécules qui existent, qu'on sait qu'ils peuvent avoir un effet de stimulation au niveau de ces récepteurs, comme par exemple la morphine. Fait que la morphine, c'est un agoniste naturel hein, qu'on peut retrouver là, dans la sécrétion de sève là, qui provient là, de la plante dans le pavot somnifère qu'on appelle. Donc, dans la sève de cette plante, on retrouve justement une molécule qui permet de sécréter de la morphine. Fait que la morphine, c'est une molécule de source, on pourrait dire, naturelle, qui se fixe justement sur les récepteurs qu'on a nous-mêmes dans notre cerveau et qui permet de réduire la douleur. Et depuis qu'on a découvert ça, ça fait quand même longtemps qu'on sait que la morphine existe. On a maintenant développé là, de nouveaux opioïdes, analgésiques opioïdes, comme par exemple le fentanyl. Alors le fentanyl est une substance chimique à ce moment-là, hein, qui ressemble, on pourrait dire, à la morphine, mais qui a justement certaines caractéristiques pharmacologiques que la morphine n'aura pas, mais que l'effet évidemment est le même. Le but de l'utilisation du fentanyl, c'est de réduire là, finalement là, la sensation de la douleur. Alors, même chose que depuis le début, on va jeter un petit coup d'œil là, à quelques petits médicaments associés à ça. Donc, commençons avec le fentanyl. Alors, prenez votre guide des médicaments et vous pouvez mettre la vidéo sur pause maintenant. OK, maintenant que vous êtes de retour, donc elle appartient à quelle classe, hein, la molécule de fentanyl, et on le donne à qui? Donc le fentanyl fait partie des analgésiques opioïdes, donc on le donne comme analgésique de courte durée d'action, souvent en fait dans le contexte de l'anesthésie. Lorsqu'on veut faire anesthésie au niveau d'un patient, si on essaie de rester dans le domaine un petit peu plus SPU spécifique, donc en SPU, on va l'utiliser pour la clientèle spécifiquement qui présente des douleurs à plus de 7 sur 10. Bon, il n'est pas encore utilisé par tous les services de paramédics, mais disons que c'est pas mal en train de s'élargir éventuellement. Là, pas mal tous les services paramédics devraient être en mesure de pouvoir administrer le fentanyl dans certaines situations, évidemment, quand les critères d'inclusion sont présents et les critères d'exclusion ne le sont pas. Est-ce que je peux donner le fentanyl à SPU? Bien, comme nous venons de mentionner, oui, c'est un médicament qui peut être donné. Quelles seraient à ce moment-là les voies d'administration possibles?
deux voies d'administration, le sous-cutané et l'intranasal, que dans d'autres cours, vous aurez l'occasion peut-être d'apprendre dans quelle situation il faudrait peut-être favoriser une voie plutôt que l'autre. Et quel est l'effet thérapeutique recherché? Bien évidemment, un effet de soulagement de la douleur. Et souvent, via le soulagement de la douleur, on va se ramasser avec une meilleure collaboration du patient aux soins qui lui sont prodigués. Encore l'analyse des récepteurs opioïdes. Maintenant, jetons un coup d'œil à la naloxone. Donc, vous pouvez mettre la diapositive en pause. Maintenant que vous êtes de retour, si on regarde ça ensemble, donc elle appartient à quelle classe, là, la naloxone, on le donne à qui? Donc la naloxone, en fait partie de la classe des antidotes. Donc un antidote est une molécule qui permet de renverser l'effet d'une autre substance, soit endogène, soit qui a été prise de façon externe. Donc dans le cas spécifique de la naloxone, en fait, on s'en sert pour renverser les effets de dépression du système nerveux central et surtout la dépression respiratoire qui a été provoquée justement par l'ingestion d'opioïdes, souvent une ingestion qu'on pourrait dire volontaire via la toxicomanie, comme par exemple l'ingestion, comme l'a mentionné, de fentanyl. Est-ce que vous pouvez le donner en SPU? Ben oui, en fait, c'est un antidote important que vous avez dans vos outils chimiques, on pourrait dire, que vous pouvez administrer aux patients. Et comme je viens de dire, c'est important puisque ça peut avoir un effet déterminant en fait sur la survie d'un individu. Quelles seraient les voies d'administration possibles pour cette médication? C'est un peu la même chose que pour le fentanyl. Donc, les voies sous-cutanées et intranasales sont des voies disponibles. Et à ce moment-là, quel sera l'effet thérapeutique qui est recherché? Eh bien, c'est un retour du rythme respiratoire à des valeurs normales. Bien souvent, le patient chez qui on va vouloir administrer la naloxone est un patient qui va être en bradypnée importante, qui, à quelque part, nuit au potentiel peut-être de survie du patient. Donc, on veut en fait enlever cette bradypnée, donc ramener les rythmes respiratoires à des rythmes compatibles avec une survie adéquate. Maintenant, nous sommes rendus à jeter un petit coup d'œil aux enzymes du métabolisme des neuromédiateurs. Alors pour cette section, nous allons fonctionner un petit peu plus avec un apprentissage actif. Donc en fait, vous avez 4 tâches là, à compléter pour compléter ce cours. Donc première tâche, en fait, vous devez lire les diapos restantes du cours fournis par PDF. Alors la vidéo cours va se terminer pas mal avec cette diapositive. Mais dans le cours que je vais vous envoyer par PDF, vous allez voir, il vous reste quelques diapositives. Donc vous devez lire ces diapositives. Et vous devez lire également la section enzymes du métabolisme des médiateurs, donc soit les pages 112 à 118 dans votre guide de pharmacologie. Alors, première tâche. Deuxième tâche, évidemment, vous gardez votre guide de médicaments sous la main. Ensuite, troisième tâche, vous devez répondre aux questions des études de cas G et H du laboratoire 7. Donc, je vais vous transmettre le laboratoire 7. Encore une fois par PDF. Vous allez voir dans ce laboratoire 7, en fait, il y a plus d'études de cas. Là, ça va jusqu'à l'étude de cas N. Mais pour le moment, pour cette semaine, vous devez vous abstenir, pas vous abstenir, vous en tenir à faire les études de cas G et les études de cas H. Et comme je le mentionne ici, c'est important de faire ça en premier. Et une fois que vous avez terminé les études de cas G et les études de cas H, vous pouvez remplir les deux tableaux, donc le tableau vert et le tableau bleu, qui se retrouvent encore une fois à la fin du cours qui est fourni par PDF. Donc, dans le cours présent, le cours se termine avec la diapositive, mais dans le cours que vous avez en PDF, il y a quelques diapositives qui sont celles finalement que vous devez lire. Et ensuite, ça se termine avec deux tableaux. Vous allez voir, c'est assez simple. Les tableaux, vous avez finalement le nom des récepteurs qui ont été traités, soit dans le cours présent ou soit dans les lectures que vous allez faire. Vous avez le rôle du récepteur et l'effet de la liaison finalement du récepteur, en fait, de la molécule à son récepteur que vous devez décrire. Après ça, je vous demande dans les tableaux de me nommer une pathologie qui est concernée. Et bien évidemment, utiliser le contenu du cours et le contenu des études de cas là, pour marquer cette pathologie. On n'en veut pas là, 50. Là, on peut en nommer, en tout cas, dans certaines situations, vous pourriez peut-être en nommer 2, mais disons qu'une, ça pourrait faire. Et un exemple de médication, bien, en fait, pour chacun des récepteurs, nous en avons donné des exemples. Donc, ça va vous faire un bon résumé finalement, de notre matière. Alors, quand vous avez terminé d'écouter ce vidéo cours, vous devez vous lancer dans cette tâche pour compléter, on pourrait dire, les tâches à réaliser pour cette semaine. Alors, comme à l'habitude, mes références, si jamais vous voulez aller fouiller un peu plus, et ceci met fin à ce vidéo cours.